Chaque année, Apple place sur le marché plus de 230 millions d'iPhone, c'est-à-dire qu'environ 7 unités se vendent chaque seconde et que des revenus journaliers dépassant 300 millions de dollars sont générés. Derrière ce simple instant où un utilisateur sort son téléphone de la boîte, se cache une chorégraphie industrielle étonnamment complexe. Tout commence bien avant l'existence du premier boulon. Une équipe pluridisciplinaire de designers, d'ingénieurs mécaniques, de spécialistes des processus et d'experts de l'expérience utilisateur consacre environ 1 an à peaufiner les formes, les bords, l'emplacement des capteurs et la gamme chromatique. Lors de la phase de conception, le projet débute dans les laboratoires d'ingénierie avancée d'Apple par un flot incessant d'idées, de croquis numériques et de simulations visant à équilibrer esthétique, ergonomie et viabilité industrielle. Pendant plusieurs mois, les équipes de design industriel génèrent des milliers de variantes de la coque dans un logiciel de CAO, modulant les rayons de courbure, l'épaisseur du châssis, la position des antennes, les trajectoires de dissipation thermique et la résistance aux flexions. Chaque modification fait l'objet d'analyses par éléments finis pour prédire les contraintes, les déformations et les effets de chute. À chaque itération qui respecte les paramètres virtuels, un prototype est imprimé en 3 dimensions à l'aide de résine photopolymère haute définition. Ces modèles servent à vérifier les tolérances tactiles, la sensation de préhension et la répartition réelle du poids. Sur certains d'entre eux, on ajoute même des répliques inertes des composants pour s'assurer qu'aucune interférence interne ne subsiste entre le blindage RF, la matrice de caméra et la bobine de charge sans fil. Le cycle idéation-prototypage se répète autant de fois que nécessaire. Un seul iPhone peut traverser plus d'une centaine de bancs d'essai avant que les comités de révision n'accordent l'approbation finale. Parallèlement, des ingénieurs hardware définissent le schéma de la carte logique sur une surface de quelques centimètres carrés. Ils déterminent les chemins d'alimentation, l'empilement des couches diélectriques, la zonification thermique autour du système sur puce et le blindage magnétique pour éviter les diaphonies. Chaque microvia, chaque condensateur et chaque ligne différentielle à haute vitesse est d'abord testé dans des environnements virtuels de simulation de signal et d'intégrité de puissance. Ensuite, de petites séries de cartes UVT, Engineering Validation Test, sont fabriquées pour subir des tests de résistance. Cycle thermique entre -40°C et 85°C, choc d'humidité, décharge électrostatique et impulsion d'interférence électromagnétique. Ce n'est que lorsque l'électronique et la mécanique convergent absolument que la conception est gelée. À partir de ce moment, entre en jeu une logistique mondiale orchestrée par des centaines de fournisseurs répartis à travers la planète. Les processeurs et les puces mémoire sont fabriqués avec des procédés de lithographie nanométrique dans des usines de Taïwan et des États-Unis. Les vitres en aluminosilicate destinées à l'écran avant proviennent de fours japonais capables de maintenir une pureté supérieure à 99,99%. Les lentilles et capteurs d'image, si délicats qu'un simple frottement pourrait les rendre inutilisables, sont polis et assemblés en salle blanche en Corée du Sud. Les alliages d'aluminium proviennent de fonderies asiatiques où le taux de magnésium est contrôlé pour optimiser le rapport résistance-poids. Les terres rares, indispensables à la fabrication de petits actionneurs haptiques et de haut-parleurs ultra compacts, sont extraites et raffinées dans diverses régions minières d'Asie du Sud-Est. Chaque composant voyage au rythme d'un horloger, conteneurs maritimes, vols cargo, trains à grande vitesse et camions réfrigérés convergent vers Zhengzhou, dans la province chinoise du Henan. Là-bas, un complexe industriel surnommé iPhone City fonctionne comme une cité-usine dotée de dortoirs, de cantines, de banques, d'hôpitaux et de navettes internes desservant plus de 300 000 travailleurs. Le rythme est si serré qu'un retard de quelques heures dans l'arrivée des modules de caméra pourrait arrêter une ligne entière capable de produire 500 000 téléphones par jour. Quand les pièces touchent le sol chinois, la phase d'intégration de l'avant commence sur des lignes automatisées en salle blanche. Les panneaux OLED, scellés dans des plateaux hermétiques, traversent un tunnel où des caméras microscopiques de 120 mégapixels et de la lumière infrarouge recherchent micro-rayures, inclusion de poussière et pixels défectueux. Un écran jugé défectueux est écarté sans ménagement, car sa réparation coûterait plus cher que son remplacement. Ceux qui passent l'examen reçoivent un bain de plasma éliminant tout résidu organique et améliorant l'adhésion chimique. Quelques secondes plus tard, un robot hexapode applique un revêtement oléophobe pulvérisé en nanoparticules. Le revêtement est durci par un bref éclair lumineux ultraviolet, générant une couche invisible qui réduit l'adhérence des traces de graisse et des empreintes digitales. Ensuite, une lame de précision dépose un film adhésif structurel uniforme de quelques microns d'épaisseur. Ce film fixe l'écran au châssis tout en amortissant les déformations.
Un système de transport magnétique linéaire positionne l'écran sur le cadre avec une erreur maximale inférieure à 5 microns, guidée par des capteurs laser lisant des repères. La cadence dépasse 600 unités par minute. Cependant, une équipe humaine réalise des audits d'échantillons toutes les demi-heures, mesurant la luminosité, l'uniformité chromatique et la réactivité tactile. Une fois le panneau avant fixé, le flux passe à la zone des cartes logiques. Des machines pick and place opèrent à grande vitesse. Elles déposent de la pâte à souder sur des pastilles microscopiques, placent des condensateurs céramiques de la taille d'un grain de poussière et positionnent le SOC, un bloc de silicium contenant des milliards de transistors, avec une précision micrométrique. La carte traverse un four de refusion à atmosphère contrôlée, le profil thermique est ajusté à la seconde près pour permettre à la soudure de liquéfier puis de solidifier sans déformer les encapsulations BGA. À la sortie, des sondes à aiguilles effectuent des tests in-circuit, vérifiant la continuité d'un réseau de centaines de nœuds et programmant le firmware de base dans la mémoire NAND. Les résultats sont versés dans des bases de données soumises à des algorithmes de contrôle statistique des procédés. Si le taux de défaut dépasse la limite, la ligne se met automatiquement en pause et une équipe d'analyse des défaillances intervient. En parallèle, on assemble des sous-ensembles. Flexible FPCB reliant boutons et antennes, moteur linéaire de vibration haptique utilisant des aimants en néodyme et bobines de cuivre émaillé, ainsi que des batteries lithium-ion à anode en graphite et cathode riche en NMC 811. Chaque batterie est soumise à plusieurs cycles de charge dans des bancs surveillant tension, courant et température. Seules celles dont l'écart demeure inférieur à 0,2% par rapport à la valeur nominale sont libérées pour l'assemblage. Les modules de caméra, composés de lentilles asphériques multicouches et de capteurs CMOS rétroéclairés, sont alignés par interférométrie laser. Une erreur angulaire imperceptible à l'œil nu suffirait à dégrader la netteté photographique. Tout s'assemble comme un Tetris nanométrique dans un volume de moins de 8 mm. Puis, le téléphone passe dans une cabine où des jets d'air ionisés balayent les particules résiduelles. La coque arrière en aluminium est approchée grâce à des systèmes de vision contrôlant les jeux tridimensionnels. Un ensemble de presses isostatiques applique une force uniforme autour du périmètre, créant une étanchéité lui permettant de plonger jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes sans laisser passer l'eau. On insère une trentaine de vis pentalobes en acier inoxydable, A286, chacune serrée à un couple de torsion exact avec des tournevis électriques munis de capteurs piézoélectriques. Les données de couple sont enregistrées avec le numéro de série de l'unité, de sorte que toute future anomalie puisse être retracée jusqu'au tournevis et à l'opérateur ou au robot concerné. Après étanchéification, le monocore subit un bain chimique d'anodisation où se forme une couche d'oxyde, durcissant la surface et autorisant une coloration électrolytique. Un polissage chimico-mécanique alterne abrasifs céramiques et acides organiques, obtenant des finitions mates, miroirs ou semi-brillantes. Un laser à fibre optique grave à l'arrière, le logo de la marque, le numéro de série et les symboles de conformité réglementaire, le tout avec une précision de dixième de millimètre. Le châssis, sans bavure ni porosité, sert également de dissipateur thermique, répartissant uniformément la chaleur du processeur vers la périphérie. Le téléphone entre alors dans la séquence de tests fonctionnels. Un robot à pointe capacitive parcourt l'écran pour vérifier la reconnaissance des gestes, la pression et le rejet de la paume. Face ID est confronté à des dizaines de scénarios. Faible luminosité, contre-jour, utilisateur portant écharpe, lunettes ou masque. Les microphones MEMS et les haut-parleurs sont testés dans des chambres anéchoïques où un logiciel d'analyse spectrale confirme la fidélité et l'absence de distorsion. Pour évaluer la protection contre les liquides, des jets d'eau sous différents angles soumettent la coque à plusieurs barres de pression. Des capteurs d'humidité interne détectent la présence de gouttes et si c'est le cas, l'unité est retirée. Chaque téléphone est laissé tomber sur des plateformes pneumatiques depuis plusieurs hauteurs, équivalentes aux poches les plus courantes, et son intégrité structurelle et fonctionnelle est immédiatement contrôlée. Dans des enceintes de Faraday, les antennes 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et GPS millimétrique subissent des spectres contrôlés simulant la congestion réseau et des environnements itinérants. Ce n'est qu'après avoir réussi plus de 50 contrôles que l'appareil avance vers la zone d'emballage. À l'étape de conditionnement, un film anti-reflet recouvre les deux faces du terminal. Un actionneur cartésien le dépose dans un berceau en pulpe moulée qui s'emboîte au millimètre près dans la boîte. Une caméra aérienne vérifie par vision artificielle l'orientation précise et un second robot ajoute le câble USB-C, la carte eSIM et le guide de démarrage rapide. Le couvercle se replie et un tunnel d'air chaud rétracte le film extérieur, générant un saut sans pli qu'il est impossible d'enlever sans laisser de traces.
Une imprimante thermique appose code barre et QR code liés à une base de données interne, traçant chaque unité depuis sa naissance jusqu'à l'activation finale par l'utilisateur. Des balances de précision avec seuil de dixième de gramme écartent toute boîte dont le poids diverge du modèle, car cela pourrait indiquer un accessoire manquant ou une pièce étrangère. Palettisées, les unités sont empilées par des bras robotiques équipés de ventouses à vide selon un schéma optimisant le centre de gravité. Des capteurs de force et des caméras tridimensionnelles corrigent la position en temps réel pour éviter tout basculement. Chaque palette reçoit plusieurs étiquettes RFID enregistrant température, vibration et choc. Ces données sont transmises toutes les quelques minutes à un serveur central. Des convois de camions à suspension pneumatique transportent les palettes vers les aéroports de Zhengzhou et de Shanghai, où elles sont chargées dans des appareils gros porteurs affrétés exclusivement pour Apple. Plus de 30 vols charter partent chaque semaine, distribuant la marchandise vers des centres logistiques à Anchorage, Memphis, Luxembourg, Dubaï et Narita. Là, les cartons sont répartis en vols de correspondance ou en camions de dernière mile pour atteindre les entrepôts régionaux et, enfin, les points de vente. Le trajet complet, depuis l'entrée de la carte logique sur la ligne d'assemblage jusqu'à l'exposition du téléphone dans une vitrine de New York, Paris ou Tokyo, peut s'achever en moins de 72 heures grâce à une chaîne d'approvisionnement synchronisée comme un chronographe suisse. Lorsque l'on tient l'appareil fini, il paraît n'être qu'un rectangle minimaliste tenant dans la paume de la main. Pourtant, il incarne la convergence de l'extraction de terres rares, du raffinage métallurgique, de la lithographie nanométrique, de la robotique de haute précision, de la chimie des surfaces, des certifications réglementaires et d'une macro-logistique mondiale. Chaque geste de l'utilisateur sur l'écran résulte d'un réseau de millions de micro-décisions prises dans des laboratoires, des fonderies, des usines d'assemblage et des centres de données répartis aux quatre coins du globe. Ainsi, l'iPhone se révèle être l'expression tangible d'une prouesse manufacturière contemporaine où se conjugue une recherche sur les matériaux, optimisation énergétique, durabilité du cycle de vie et coordination quotidienne de centaines de milliers de personnes qui, par leur travail, permettent qu'un appareil parvienne impeccable entre les mains du consommateur.